Nous payons 139 € de redevances audiovisuelles pour financer France Télévisions, dont le budget est de près de 4 milliards d'euros. 139 € pour que France Télévisions nous vende un monde dont nous ne voulons pas. La présidente de France Télévisions, dont la nomination avait été contestée, gagne 400 000 € bruts par an. Heureuse de percevoir l'argent du contribuable, mais ingrate envers les hommes blancs de plus de 50 ans qu'elle juge trop nombreux à la télévision. Son « Il faut que cela change » a suscité de vives réactions des hommes du sérail et de la bien-pensance. Racisme a évoqué Philippe Gildas, discrimination a ajouté Julien Lepers, ségrégation a conclu Patrick Sébastien. Sans aucune sanction mais avec les 139 € de nos impôts, la présidente de France Télévisions poursuit sa politique idéologique et veut imposer dès 2020 des clauses de diversité, des quotas. Mais la vraie diversité, Madame Ernotte, c'est donner la parole à la France de la province, à la France périphérique, à la France qui bosse et qui ne profite de rien, à celle de Zemmour, interdit sur France 2, à celle qui est patriote, à celle qui est moquée, blessée ou humiliée par les Ruquier, moi que ses consorts. Pour que votre argent ne contribue pas à financer les médias publics qui piétinent quotidiennement nos valeurs et notre vision du monde, offrez votre redevance à TV Liberté. Chaque centime des fameux 139 € sera dédié à rendre aux Français leur pouvoir médiatique, à rendre aux Français leur culture et leur tradition, à rendre aux Français leur fierté. Alors aidez-nous maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Grève des médias parisiano-centrés et pro-Macron. Les Français de province vivent beaucoup moins durement que les Parisiens la grève contre la réforme des retraites. Pourtant, les médias restent focalisés sur Paris et pour certains journalistes sur la défense d'Emmanuel Macron. Dans la revue de presse de la semaine, France Culture continue son travail de sape de l'identité européenne. Heureusement, Charlotte Dornelas sera là pour apporter un peu de lumière. Brexit, les médias en roue libre contre Boris Johnson. En Grande-Bretagne, c'est jour de vote pour des élections législatives dont l'enjeu est limpide, le Brexit. En France, les médias tirent à boulet rouge sur Boris Johnson, le Premier ministre britannique pro-Brexit. Et pour commencer cette émission, eh bien, Jean-Yves, c'est l'image de la semaine. Et cette image, c'est Greta Thunberg, femme de l'année, personnalité de l'année, pour le magazine Time. Oui, alors Time fait sa personnalité de l'année depuis près d'un siècle. Il y a eu de grandes personnalités, d'ailleurs, qui ont précédé Greta Thunberg. Adolf Hitler, Joseph Staline, enfin du beau linge quand même. Hein. C'est pas exactement la même chose quand même. C'est pas exactement la même chose. Simplement, si vous voulez, qu'est-ce qui est caractéristique des régimes totalitaires? C'est l'utilisation de la jeunesse au service, finalement, de la tyrannie ou du nouveau régime. Et vous avez eu ça, vous avez eu les Komsomol, vous avez eu les Hitlerjugend, vous avez eu les Gardes rouges. Donc la jeunesse est utilisée par les régimes qui veulent imposer des changements brutaux, ce que veut finalement imposer la superclasse mondiale en mettant en avant cette jeune fille ou cette jeune femme. Alors c'est quand même assez intéressant. Time, c'est un grand journal, mais qui possède le grand journal? Évidemment un milliardaire américain qui a fait sa fortune dans le cloud. Et qui dirige le journal? Eh bien, là, c'est peut-être un peu moins qu'un milliardaire, mais c'est un ancien du Wall Street Journal. Donc, on voit que derrière Greta, il y a l'opération Greta, il y a le grand capital financier. Alors, pour quelle raison? C'est pas forcément très simple, mais en tout cas, il y a le grand capital financier derrière Greta. Ça, c'est tout à fait clair. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'elle a une prise de position qui a valu la polémique ces derniers jours, puisque dans une tribune, elle a écrit « La crise climatique ne concerne pas seulement l'environnement, c'est une crise des droits humains, de la justice et de la volonté politique.
Des systèmes d'oppression coloniaux, racistes et patriarcaux l'ont créé et alimenté. Voilà, donc elle a dit, en clair, la crise climatique a été créée et alimentée, en partie, par les systèmes d'oppression coloniaux, racistes et patriarcaux. Donc c'est quand même un raccourci idéologique assez fort. Alors, ça vise, comme d'habitude, à culpabiliser l'homme blanc. Alors c'est vrai que l'homme blanc a peut-être une responsabilité, non pas dans la crise climatique, mais dans l'évolution de l'environnement, tout simplement parce qu'il a apporté les médicaments au monde entier et que c'est à l'origine de l'explosion démographique qui a eu lieu en Chine, qui a eu lieu en Inde et qui a lieu aujourd'hui avec une ampleur jamais vue en Afrique. Ça, c'est peut-être la responsabilité de l'homme blanc, c'est d'avoir apporté les médicaments. En tout cas, on peut noter que les décodeurs du monde ont voulu nier le fait qu'elle liait racisme et changement climatique. Et ils se sont pris les pieds dans le tapis, évidemment, parce qu'elle les a liés. Mais... bien sûr, là, ils ont coupé les cheveux en quatre. Les décodeurs, ils décodent pas, ils coupent les cheveux en quatre. Et en fait, ils confirment. En gros, elle a bien dit ce qu'elle a dit, quoi. Alors après, on peut les formules, elles sont parfois simplifiées, mais enfin, elle a bien dit ça, quoi. Oui, c'est toujours la même chose dans le titre, c'est non, Greta Thunberg n'a pas vraiment écrit, puis dans le corps du texte, on dit oui, finalement. Elle n'a pas vraiment écrit, mais c'est à peu près la même chose. Voilà, c'est exactement ça. Passons... Et ils sont subventionnés par tout un tas de gens, les décodeurs du monde, hein, donc ils peuvent se faire plaisir. Ils peuvent se faire plaisir. Passons au premier sujet, grève des médias parisiano-centrés et pro-Macron. La lutte contre la réforme des retraites a occupé tous les médias. La grève a fait la une de tous les journaux. Les chaînes d'infos ont traité le sujet jusqu'à l'indigestion. Le Monde a bien entendu publié de nombreuses unes et d'innombrables articles sur la question. Le Figaro a consacré 8 de ces 10 dernières unes à la question de la grève et de la réforme. Et partout se sont multipliées dans les médias les images dantesques des transports parisiens. On a vu des images de la gare du Nord avec des RER pris d'assaut, par exemple, ou encore cette vidéo incroyable qui a beaucoup été relayée sur les réseaux sociaux avant d'être prise par les médias, d'une foule massive, complètement immobile, à l'arrêt dans un couloir de métro à Châtelet entre deux correspondances. Jean-Yves, on a donc eu un traitement médiatique massif et ciblé sur Paris. Oui, c'est à la fois Paris qui est le plus touché, puisqu'il y a le plus de déplacements, on va dire, quotidiens, par la taille de l'agglomération. Et puis Paris, c'est là que vivent les journalistes, donc ils partent de Paris. D'ailleurs, très souvent, leurs reportages sont même à l'intérieur de Paris. Alors ce qui est le plus touché, c'est quand même la périphérie, la banlieue. Mais ils sont chez eux, donc ils parlent un petit peu de chez eux. Bon, c'est vrai que c'est aussi assez spectaculaire ce qui s'y passe. Ce qu'on a moins vu, sauf sur les réseaux sociaux, c'est la scène absolument hallucinante Gare du Nord, en direction du Nord, donc vers la Seine-Saint-Denis, où là, on a l'impression que le grand remplacement, il est achevé. Alors c'est vrai que c'est une image un peu exacerbée, puisque c'est Gare du Nord vers le Nord, donc c'est sûr que c'est une population maintenant qui est totalement remplacée. On peut aussi parler d'un certain ensauvagement. Parce que même quand il y a des foules qui prennent le métro au Japon, ça donne pas exactement la même attitude, la même allure que ce qu'on peut voir sur ces images quand même très préoccupantes. Ce qui est amusant de noter, ou amusant ou pas, j'en sais rien, mais c'est que vraiment, vu que ça se passe à Paris, là, on a tous les médias qui sont focalisés sur la grève de la RATP qui fournit des images effectivement incroyables, alors qu'en province, finalement, tout le monde a sa voiture. Bon, alors il y a des désagréments aussi, bien entendu, mais il y en a beaucoup moins que pour les Parisiens, mais on a l'impression que tout se passe à Paris. Tout se passe à Paris, alors je pense qu'il y a aussi des désagréments au moins partout, et en tout cas, il y a sûrement des désagréments aussi dans les grandes villes, type Lyon, il n'y a pas la Bordeaux, RATP Marseille, dans ces grandes villes, voilà. Ça. Mais alors, il n'y a pas la RATP, effectivement, mais il y a la SNCF, quoi. Et puis, on a eu une journaliste, au passage, qui s'est fait importuner, Madame Schiappa, agressée sexuellement par, je ne sais pas ce qu'on peut dire, quelqu'un de couleur noire, voilà. Visiblement, qui était sous le charme de la journaliste, mais qui n'a pas été perturbé, qui a continué son direct. Alors la question qui revient lancinante à chaque fois qu'une grève éclate, eh bien c'est pour les personnes en lutte contre la réforme des retraites en l'espèce, de savoir si les médias sont vendus à Macron. Cette semaine, c'est au tour d'Yves Calvi d'être pointé du doigt par Acrimed, qui est un observatoire du journalisme d'extrême gauche. Jean-Yves, est-ce qu'on peut dire que les médias sont tous vendus à Macron ?
Alors, je crois qu'il y a vraiment une différence à opérer entre les directions des médias qui sont tenues par les grands capitalistes et qui sont quand même plutôt pro-Macron, et les grands éditorialistes hyper bien payés, qui eux aussi roulent pour Macron, et puis la piétaille journalistique, qui est beaucoup plus, la piétaille ou semi-piétaille journalistique, qui est beaucoup plus à gauche, et qui donc va être plutôt sensible au discours syndical. Voilà. Donc, il y a, d'un certain point de vue, ça rétablit le pluralisme, parce qu'il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Honnêtement, il y a un peu de pluralisme, là. Ce qui est un peu nouveau, parce que quand les gouvernements dits de droite faisaient les réformes, c'était quand même beaucoup plus nettement favorable aux syndicats. Oui, tout le monde était contre les gouvernements de droite. Et on peut le voir d'ailleurs avec cette image postée sur le compte Instagram de Charline Vanhoenacker, où on voit que l'équipe de France Inter était mobilisée pour la grève, tout simplement. Ils étaient dans la rue. L'équipe de France Inter, c'est plutôt la tendance, c'est la France insoumise, leur idéologie dominante. D'ailleurs, il y en a qui l'affichent tout à fait ouvertement, comme le pseudo-humoriste Maurice ou Charline Vanhoenacker. Tous ces humoristes à 2 balles sont en fait très militants. Et cette scène est quand même un peu gênante, parce que c'est quand même des privilégiés qui manifestent en se mettant en scène, en faisant du selfie, enfin bon, voilà. Bon. C'est Disneyland. C'est un peu Disneyland, oui. Autre actualité liée à cette grève, eh bien, ce sont les annonces d'Édouard Philippe, et les réactions médiatiques à ces annonces du Premier ministre ont été très contrastées. On a, par exemple, à l'extrême gauche, du côté de Mediapart, un journaliste qui lance directement un appel à la grève générale et au blocage. Et puis, on a, du côté de Bruno Jeudi, eh bien, une réaction évidemment moins tranchée. Édouard Philippe, à basse écarte, écrit la défiance en instaurant un âge d'équilibre à 64 ans. Le gouvernement joue l'opinion et compte sur l'électorat de droite pour remporter la bataille de l'opinion. Et puis, il faut bien entendu noter la réaction d'Alain Duhamel sur BFM. Comme c'est dommage qu'il n'ait pas parlé comme ça 2 mois plus tôt. Parce que là, on a eu un discours d'abord très accessible, ensuite, disons les choses, encourageant, et qui effectivement peut changer le climat, je ne dis pas des syndicats, il faudra du temps, mais déjà d'une partie des Français. Vous savez qu'il a déjà été titré au Bobard d'Or, Duhamel, avec une brosse à reluire d'or. C'est tout à fait mérité. Alors c'est intéressant de voir la réaction de Duhamel, la réaction de Bruno Jeudi, qui sont des grands éditorialistes, on peut dire, et qui sont quand même là plutôt en soutien au gouvernement, avec nuance pour Bruno Jeudi, beaucoup moins pour Duhamel. Alors ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir la une du Monde datée du 12 décembre, et donc qui est sortie mercredi à midi 13h, c'est-à-dire au moment où le Premier ministre parlait, où Édouard Philippe parlait. Et effectivement, ils font toute leur une sur ce que va dire le Premier ministre. Comment ça se fait alors ? Alors comment ça se fait ? Parce que tout simplement, il y a un service de communication du gouvernement qui leur a distillé à la fois les informations et les éléments de langage. Comment présenter les choses, ce qu'ils font. Et alors c'est assez drôle parce qu'on voit un petit pavé, en renonçant dans l'immédiat à des mesures d'économie, le gouvernement donne satisfaction à la CFDT. Donc ça c'est la communication gouvernementale, on donne satisfaction à la CFDT, Le Monde reprend la communication gouvernementale, manque de chance. L'événement qui suit le discours d'Édouard Philippe, c'est la colère noire de Berger, le patron de la CFDT, à cause de l'affaire de la retraite pivot à 64 ans. Donc on voit là toutes les limites de la communication gouvernementale et du relais de la communication gouvernementale par un média qui se plante. Mais c'est normal, Le Monde est le média de référence, c'est le média de référence du plantage aussi. Alors pour finir sur ce sujet, eh bien, je vous propose d'écouter une intervention d'André Berkoff sur la grève et sur la lutte contre la réforme des retraites sur LCI. On ne peut pas dire là du jour au lendemain que c'est la décrue, que c'est fini et autres, bien sûr que pas. Non, je crois que le problème, c'est qu'en fait, dès le départ, ça va au-delà de cette histoire de la grève. Il y a une espèce d'insatisfaction profonde qui est évidemment cristallisée sur le problème des retraites.
Moi, personnellement, j'ai l'impression que ce n'est que le début. Oui, je pense que Berkoff a raison, c'est quelque chose de plus profond. Il y a une perte de confiance. Parce que la retraite, ça peut être assez facile à expliquer. Les gens vivent plus longtemps, ils vivent plus longtemps en bonne santé, ils rentrent plus tard dans la vie active, donc c'est assez logique de différer l'âge de la retraite. Ça, c'est simple à comprendre, et même à faire partager. Sauf que les gens n'ont plus confiance dans le pouvoir. Et qui pensent que le pouvoir, il est au service d'intérêts étrangers, qu'il n'est pas au service du bien commun, et donc il n'y a plus de confiance. Surtout qu'on a vu le haut-commissaire à la réforme des retraites la semaine dernière parler de la solution pour les retraites qui était de faire venir 50 millions d'immigrés extra-européens en Europe d'ici 2050. Et justement, à ce propos, sur le plateau de CNews, eh bien, Jean Messia lui a un petit peu répondu indirectement. En tout cas, c'est pas en faisant venir des immigrés que vous allez y arriver. Ça, c'est sûr. Attendez, quand vous avez un taux de chômage de masse, madame, et que vous avez un taux de chômage des immigrés 3 fois plus élevé que la moyenne nationale, mettez au boulot d'abord les étrangers qui sont au chômage chez nous avant de vouloir en importer. C'est extraordinaire comme dire des choses justes et simples suscite immédiatement la gêne, la désapprobation. Bah oui, il dit des choses factuelles, avec un certain talent d'ailleurs. Donc effectivement, la solution à la réforme des retraites ne passe pas forcément par l'importation. Non, d'ailleurs, on en a déjà importé depuis 30 ans, donc le problème ne devrait pas se poser. Ce qui se pose, c'est qu'effectivement, ce n'est pas la solution. C'est que c'est peut-être pas la bonne solution, effectivement. Passons à la revue de presse. Alors Jean-Yves, en voilà un qui ne fait pas grève du port du costard et de la chemise blanche entrouverte, ni grève de la déstabilisation de pays lointains. C'est BHL qui était en reportage pour Paris Match au Nigeria. Au Nigeria, on massacre les chrétiens, le SOS de Bernard-Henri Lévy. Et petite anecdote amusante, une photo relevée ici par l'Important. On voit BHL devisé avec un Nigérian vêtu d'un t-shirt sur lequel on voit clairement une croix gammée, donc c'est un petit peu, ça fait mauvais genre. Oui, c'est la fin du point Godwin, parce que BHL même, il supporte très bien les croix gammées, là, avec cet Africain, mais il en a vu beaucoup aussi quand il était en Ukraine, à l'occasion de Maïdan, donc finalement, tout ça est tout à fait banalisé. Voilà, enfin, il nous prépare une petite guerre au Nigeria, sans doute. En tout cas, Nigeria, c'est terrible quand même, parce que c'est le pays le plus important d'Afrique par la population, qui a une croissance démographique explosive, qui a du pétrole. Enfin oui, ça peut mal se terminer. Il y a déjà eu d'ailleurs une guerre il y a très longtemps, qui était la guerre du Biafra. En tout cas, ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est un reportage Paris Match. Donc là, c'est pas en Libye, il avait été sur ses propres fonds, on va dire. Là, c'est la déstabilisation, peut-être, on dit ça se trouve, il est devenu un journaliste comme les autres, mais de la déstabilisation payée par Paris Match. Donc oui. C'est incroyable. C'est un grand journal, Paris Match. Oui, oui. Le Point qui publie cet article. À Oslo, la criminalité gagne du terrain. Les attaques perpétrées par des immigrés se multiplient dans la capitale norvégienne au point de remettre en cause la politique d'intégration du pays. Et Jean-Yves, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est un article qui est une traduction réalisée par Peggy Sastre, qui est une journaliste qui était plutôt engagée à gauche. Donc une traduction d'un article de Quillette, qui est un média politiquement incorrect anglophone, fondé par une Australienne. Et on voit que ce qui est dit est quand même politiquement incorrect. Il commence à y avoir un peu de politiquement incorrect qui sort dans certains médias dominants. C'est un peu le cas dans Le Point. Il y a quand même un certain nombre de choses qui sont parfois un peu intéressantes. S'agissant de la Norvège, on fera quand même 2 observations de fond. Ils ont un problème d'immigration massive, comme tous les pays scandinaves. Ils ne sont pas dans l'Union européenne, donc ce n'est pas l'Union européenne. Et ils n'ont jamais colonisé personne, donc ce n'est pas le retour de la colonisation. Donc il faut trouver une autre explication. Charge à nos spectateurs de réfléchir de leur côté. Par eux-mêmes, absolument. Et ce tweet de Pascal Thibault, le SPD perd 3 points dans ce sondage par rapport à la fin novembre, et il note dramatique. Pour lui, c'est quelque chose de dramatique. Voilà, alors c'est là qu'il sort de son rôle, qu'il observe l'évolution des situations politiques en Allemagne. C'est normal. Mais là, il part du principe que la chute du SPD de 3 points, c'est dramatique. Ce qui est dramatique, c'est de voir un correspondant Radio France payé par nos impôts, qui donne son avis. Qui donne son avis de manière... Bon, oui. C'est habituel, on a l'habitude sur l'Allemagne, la montée de l'AfD est rarement bien vue par les journalistes. C'est sûr, c'est sûr.
Ben, nous, on est là pour la saluer, parce que nous, on assume nos prises de position. Ouais, voilà. ouais. On assume qu'on dit les choses, on respecte les faits, mais on assume nos positions. On ne prétend pas être neutre en plus. Et financé par le contribuable. On est financé par vous les donateurs. Exactement. Et c'est la fin de l'année. Alors il faut penser aux petits cadeaux au Père Noël pour TV Liberté. Effectivement, on n'a pas la redevance. Et en France, retour en France, France Culture, qui a eu le privilège d'être ausculté par une journaliste de Valeurs Actuelles, Solange Biette-Charton, qui a passé une matinée à ausculter les réseaux sociaux, les publications de France Culture sur les réseaux sociaux. Elle a du mérite. Hein. Elle a du mérite, vraiment. Et elle en a tiré pas mal d'observations, notamment qu'il y avait une promotion de la conscience noire, un article sur ce que La Fontaine doit aux Arabes, sur le post-colonialisme, etc. C'est-à-dire, c'est une matinée de propagande. Alors le plus hallucinant, c'est quand même ce que La Fontaine doit aux Arabes. Ça fait penser à ce dont on a parlé il y a une semaine ou il y a 15 jours, sur les statues grecques qui étaient blanches, qui avaient été blanchies. Enfin, par racisme. Par racisme, un truc totalement hallucinant. Et là, on nous explique que La Fontaine doit ses fables aux Arabes. Alors, la réalité, c'est pas celle-là, c'est que La Fontaine, il s'est inspiré du fond de fables, il s'est inspiré du fond de fables grecques, il s'est inspiré du fond de fables romaines, il s'est inspiré aussi du fond de fables orientales, notamment de fables animalières. Il se trouve que ces fables orientales, elles n'ont rien d'arabe, puisque ce sont des fables indiennes. Des fables indiennes qui ont ensuite été transposées en perse et qui ont été traduites en arabe par un persan. Donc, c'est pas les Arabes, ils sont pas grand-chose là-dedans. Voilà, mais ça fait rien. On a expliqué à l'Institut du monde arabe que La Fontaine, au fond, sans les Arabes, il serait rien. Et donc, France Culture relaie la propagande de l'Institut du monde arabe. Dirigé d'ailleurs par M. Jack Lang, qui lui a presque autant de costumes que M. Bernard-Henri Lévy. Oui, c'est vrai. Des cadeaux. Alors sur France Inter, cette fois, on a appris que Bernard Guetta, un grand éditorialiste, qui d'ailleurs n'officiait pas que dans France Inter, était payé relativement cher pour des chroniques, on va dire, de petite taille. Voilà, des chroniques de petite taille, mais ça, c'est le système, si vous voulez, c'est assez intéressant, c'est le système où on paye très bien les éditorialistes. C'est-à-dire que le système de contrôle des médias, c'est de payer très peu cher ceux qui sont en bas de l'échelle, donc qui sont tenus quand même par les fins de mois, et payer aussi très cher ceux qui sont en haut de l'échelle et qui éditorialisent pour le compte du système. Donc c'est assez habile. Alors il était rémunéré 10 000 € bruts par mois pour 5 chroniques par semaine. 5 petites chroniques, 5 éditoriaux où il donnait la bonne parole. Pour la bonne parole, c'est pas cher payé, honnêtement. Oui. Non, là, vous êtes sévère. Alors, il a un parcours tout à fait intéressant, puisqu'aujourd'hui, il est député européen à La République En Marche, après avoir commencé comme militant trotskiste, être passé par la French American Foundation, qui est quand même un bon accélérateur de carrière. Voilà, donc c'est 68 arts. C'est parfait. Carrière absolument admirable et qui permet quand même de vivre confortablement en passant la bonne parole. Voilà. Enfin, on le voit moins maintenant qu'il est à Bruxelles, il a été ravi à notre affection, en partie. Oui, par La République En Marche. Cet article du Parisien sur le milliardaire François-Henri Pinault qui n'aimait pas la vue depuis son hôtel particulier sur un préfabriqué qui abrite les salles de cours d'une école d'art à Paris, et le Conseil d'État qui lui a donné raison et a ordonné la démolition du bâtiment. Oui, alors là, il y a un petit côté règlement de compte entre milliardaires, parce que c'est Arnaud, le super milliardaire, qui dirige le Parisien, enfin qui est le propriétaire du Parisien, et Pinault a aussi un petit empire de presse avec Le Point, dont il on a déjà parlé. Trop, et il ne s'apprécie pas du tout, ils ont eu des guerres terribles. Alors l'article dit à peu près les choses. Le titre est quand même tout à fait partial, parce qu'on ne démolit pas ces constructions adventices parce qu'elles sont dans la vue de M. Pinault, on les démolit parce qu'elles sont dans le périmètre immédiat d'un bâtiment historique protégé. Donc de ce point de vue-là, le Conseil d'État a fait tout à fait son travail en protégeant le bâtiment historique, qui aurait dû d'ailleurs être protégé peut-être depuis plus longtemps. Alors évidemment,
qui habitent aujourd'hui les monuments historiques, bah, c'est pas des pauvres, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais bon, là, honnêtement, c'est plutôt une bonne chose. Et le Parisien est un peu tendancieux, au moins dans son tweet. Alors, on quitte Paris pour se rendre en Dordogne, Jean-Yves, puisque 800 Français moyenâgeux étaient recherchés pour un film de Ridley Scott qui se passe donc au Moyen-Âge. Et bien, Sud-Ouest note que la discrimination physique est ici loi. Donc, ça n'a pas tant plus que ça à Sud-Ouest. Bon. Bah, oui, enfin, pour le casting, pour le recrutement d'acteurs, on a le droit effectivement à la discrimination physique, parce qu'on peut choisir tel ou tel type pour jouer tel ou tel acteur. Bon, bah, il se trouve que, contrairement à ce que croit Sud-Ouest, il n'y avait pas beaucoup de Sarrasins au Moyen-Âge. Et donc, bah oui, on recrute des Européens. Et même là, d'ailleurs, on voit que c'est des Européens à moustache ou à barbe. Voilà, donc il y a aussi le système pileux est un atout. Vous pourriez être recruté, Nicolas, alors que moi, il faudrait que je fasse un petit travail sur moi-même pour y arriver, je pense. Alors, voilà une qui n'aurait pas pu tenter ce fameux casting, hein, c'est Samia Ghali, qui était interrogée par Laurent Delahousse. Ils étaient quoi, vos grands-parents? Ils étaient quoi, FLN? Ils étaient FLN, oui, on est famille d'FLN et on l'est encore, ouais. Les femmes comme les hommes? Les femmes comme les hommes, ouais, elles étaient combattantes et oui, c'est une famille d'FLN. Jean-Yves, on voit donc que Laurent Delahousse la laisse parler tranquillement de son appartenance au FLN. Oui, alors on pourrait imaginer symétriquement quelqu'un descendant de pieds noirs qui dise mon père ou mon grand-père était dans l'OAS, ma mère, ma grand-mère aussi, on est tous OAS dans la famille. Là, je pense que le journaliste réagirait quand même assez clair, hein. Vivement, alors que là, au fond, le FLN a fait la guerre à la France en Algérie, et donc, qu'est-ce qu'elle veut dire quand elle dit on est toujours FLN? Elle veut poursuivre la guerre en France? En tout cas, elle veut poursuivre les élections en France, à Marseille, puisqu'elle veut être élue maire de Marseille. Oui, voilà. Et le Paris Match nous parle de Madone. Je ne suis pas absolument sûr qu'elle réponde à tous les critères de la Madone, mais bon. Alors, changement complet d'ambiance, Jean-Yves, avec Charlotte Dornelas, qui, sur le plateau de Pascal Praud, s'est retrouvée seule et courageuse face à tout le plateau sur la question de l'avortement. Simone Veil dit à ce moment-là ce qui me semble être l'évidence absolue, à savoir que l'avortement est toujours un drame, qu'aucune femme n'y recourt par plaisir et que la France est un des seuls pays en Europe qui n'a pas réussi à faire baisser son nombre d'avortements. Pourquoi? Parce que c'est un marqueur idéologique qui est sans cesse défendu, voire encouragé dans les propos, beaucoup plus qu'on essaie de lutter contre... je suis désolée, j'ai juste une question. Comment est-ce qu'on a fait en 40 ans de la dépénalisation de ce qui est reconnu par tous comme un drame un droit fondamental? Comment, intellectuellement, on fait d'un drame un droit fondamental? J'aimerais bien comprendre. Et j'arrive toujours sur CNews, dans l'émission Punchline, eh bien, Charlotte Dornelas a parlé de sa vision de la France. Le matin, je me réveille, je suis française, je suis pas républicaine, de la même manière qu'un Iranien ou que, je sais pas, ou qu'un Chinois. Il y a des républiques qui sont populaires, d'autres qui sont islamiques. Il y a la République française. Mais le matin, je suis française. Quand je mange, eh ben, j'accède à une gastronomie française, pas républicaine. Quand je parle français, pas républicain. Quand je m'habille à l'occidental, pas à la républicaine. Et ce mode de vie, il est français. C'est-à-dire qu'on s'entende sur le cadre d'exercice d'une culture, très bien, mais ça n'est qu'un cadre. D'abord, merci Nicolas d'avoir sélectionné ces deux passages, parce que c'est le moment fraîcheur de cette émission. Et c'est assez extraordinaire. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui nous regardent mesurent le courage qu'il faut pour faire ce qu'elle fait. Parce que ça paraît comme ça paraît simple. Elle dit des choses justes, elle dit des choses qu'elle pense, elle dit des choses vraies, des choses qu'elle ressent. Mais il faut avoir la force de le faire dans un environnement qui considère ces vérités comme des interdits. Et donc, elle franchit les interdits. Et d'ailleurs, on le voit avec l'air gêné de ses voisins ou des gens qui se trouvent en face d'elle. L'attitude de repli pour ne pas donner l'impression qu'il pourrait partager quelque part ce qu'elle dit. Elle a beaucoup de courage, elle le fait vraiment très bien et très, très régulièrement. Alors pour finir, toujours sur une note positive, eh bien Jean-Yves, je ne sais pas si vous connaissez Sardoche. Non. Sardoche, c'est ce qu'on appelle un streamer, c'est-à-dire quelqu'un qui filme le fait de jouer à des jeux vidéo en ligne. Il a des centaines de milliers d'abonnés. Et sur Twitter, eh bien, il s'est lancé dans une critique du gauchisme en déclarant qu'il distinguait la gauche, mouvement politique, du gauchisme, maladie mentale, entre parenthèses, qui est une forme exacerbée de la gauche et toxique, même si la frontière est fine. On a donc
un influenceur avec 270 000 abonnés sur Twitter et plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur les plateformes de streaming, qui donc prend position très courageusement là aussi, peut-être un peu témérairement, contre le gauchisme. C'est assez rare pour être souligné. C'est sympathique. Espérons qu'il ne sera pas censuré trop rapidement. Oui, c'est pas gagné, mais en tout cas, c'était assez amusant. Il était en tête des tendances France sur Twitter. Depuis là, il y est depuis plusieurs heures à l'heure où on enregistre cette émission. Donc, c'est assez impressionnant. Passons au deuxième sujet. Brexit, les médias en roue libre contre Boris Johnson. En Grande-Bretagne, c'est jour de vote pour les élections législatives avec comme enjeu bien le Brexit. Et Boris Johnson, le Premier ministre britannique qui est pro-Brexit, est évidemment attaqué de tous les côtés en Grande-Bretagne. Exemple avec cet article de The Independent. Boris Johnson est un immigré lui-même. Ce n'est pas seulement un hypocrite, il est dangereux. Donc c'est une tribune publiée par The Independent. Et en France, évidemment, mais les médias ne sont pas en reste, c'est même encore pire. Avec, par exemple, cet édito du Monde, Royaume-Uni, des élections inquiétantes pour l'Europe. Et on peut donc lire dans cet édito, rompant avec ses clowneries, le Premier ministre a commencé à montrer son vrai visage. Brutal, avide de pouvoir, fuyant le contact avec le public et les questions gênantes, faisant peu de cas du Parlement et, surtout, agitant un nationalisme et une arrogance dignes de Donald Trump. Donc j'arrive, on voit que le monde, il va en force. Bon, alors, on peut partager ou pas les opinions de Trump, que c'est une sorte de mondialiste anti-européen. Hein. Bon, on peut partager ou non. Mais force est de constater que c'est quand même au peuple britannique de décider de ce qu'il veut faire, qu'il y a déjà eu un référendum, qu'il y a ouvert des élections législatives. Il faudrait tout simplement en rendre compte de manière neutre, va donner les opinions des uns et des autres. Voilà. C'est peut-être trop en demander au monde. Peut-être trop en demander au monde. Et à Ouest France, qui publie, là encore, une tribune qui parle de Boris Johnson comme d'un serial menteur, un clown, un pitre. On y lit, derrière les pitreries ou la médiocrité, cette élection est capitale. Une victoire nette de Johnson voudrait dire que la polarisation fonctionne à droite et que le mensonge éhonté, au final, paye. Alors là, c'est vraiment le degré zéro de l'analyse. Alors il faut dire qu'on peut comprendre que les éditorialistes soient quand même très mal à l'aise vis-à-vis des élections britanniques, parce que les deux qui ont des chances d'être en tête, celui qui a le plus de chances d'être en tête, c'est Johnson, donc voilà, on voit ce qu'ils en pensent. Et celui qui peut être une alternative à Johnson, c'est Corbyn, qui est par ailleurs accusé d'être antisémite, pour une raison très simple d'ailleurs, c'est qu'il flatte l'électorat musulman, qui est très fort en Grande-Bretagne. Donc il n'y a vraiment pas tout à fait de bons choix. Et alors les bons, les gentils, les Verts, ils sont à 3% dans les intentions de vote, alors ça n'existe pas. Et les libéraux-démocrates, qui seraient au fond les macronistes du jus, ils sont quand même en dehors de la course, quoi, voilà. Donc on comprend quand même que les éditorialistes français, ils aimeraient bien que les Anglais votent moins. Ouais. Ils aimeraient bien que tous les Anglais deviennent des éditorialistes, soient remplacés par des éditorialistes du Monde et d'Ouest France. Oui, qui fait très fort. Mais alors quand même, le monde, bon, c'est polémique, mais dans certaines limites. Alors Ouest France, vraiment, c'est du caniveau, quoi. Mais je suis pas Pardon pour vous qui venez de Bretagne, Ouest France, c'est du caniveau. Je suis pas d'accord avec vous, Jean-Yves, parce que Le Monde, Ouest France, on sait que c'est un journal de gauche, d'extrême gauche, etc., avec des partis pris très forts. Mais Le Monde, pour beaucoup, c'est encore le journal de référence. Et je le redis, mais les éditoriaux du Monde sont de plus en plus militants depuis plusieurs mois. Et c'est quand même dramatique, je trouve. Pour ça, je trouve ça dramatique. Mais c'est vrai que l'éditorial de Ouest France est encore plus violent. Alors, face aux attaques de médias en Angleterre, eh bien, la communication de Boris Johnson s'est voulue très choc ces derniers jours pour mobiliser les électeurs. On va le voir avec cette mise en scène tout de suite. Let's do this. Si vous voulez, Johnson, il a plutôt les médias, pas tous d'ailleurs, mais beaucoup de médias contre lui. Et ben donc, il fait de la vidéo choc, il fait de la communication choc, un peu comme Trump, ouais, c'est vrai. Il contourne un système
médiatique globalement hostile. Voilà. Ouais. Et ça, c'est efficace pour mobiliser les électeurs. Ils ne le contournent même pas, ils foncent dedans avec son tracteur. Dedans, absolument, oui, c'est une manif. Ouais, absolument, oui, ils foncent dans le mur pour contourner le mur des médias. Ouais, c'est un peu paradoxal, c'est vrai. Alors, ça va être la fin de cette émission, Jean-Yves, mais avant, vous avez un gros coup de chapeau pour le lobby patriote Watching Giants. Oui, alors, Watching Giants, qu'est-ce qu'il faut un peu remettre dans le contexte? Ouais. Il y a eu une opération des Sleeping Giants qui visait à dénoncer les entreprises qui accordaient directement ou indirectement de la publicité à des médias qu'ils considéraient comme mal-pensants. Ça peut être Boulevard Voltaire, ça peut être CNews, ça peut être Valeurs Actuelles. Et il y a beaucoup d'entreprises qui se sont aplaties devant cette campagne des Sleeping Giants, alors que la logique de l'entreprise, c'est la neutralité politique. Bien sûr. Parce qu'ils ont des clients qui viennent de tous les bords. Et donc, il n'y a aucune raison de céder aux pressions des clients qui viennent d'extrême gauche. Il n'y aurait pas non plus d'ailleurs de raison de céder aux clients qui viendraient d'un autre bord. Face à ça, il y a une opération qui a été montée très rapidement et qui commence à remporter des succès, qui est Watching Giants, et qui invite les patriotes à se grouper aussi et à montrer aux entreprises qui seraient tentées de céder à la pression de l'extrême gauche, que si cèdent à la pression de l'extrême gauche, ça va leur coûter aussi, parce qu'il y a un certain nombre de gens, il y a une bonne partie de leurs clients qui ne sont pas forcément de ce bord-là, et donc ça vise à rétablir l'équilibre en disant aux entreprises, ne vous mêlez pas de politique, ne vous mêlez pas de politique, c'est pas votre rôle. Respectez la neutralité et respectez les différentes opinions de vos clients et pas seulement les opinions de vos clients d'extrême gauche. Donc c'est une très belle initiative qui a bien démarré et qui a d'ailleurs déjà remporté au moins un succès. Oui, effectivement, c'est l'entreprise Boulanger qui avait un temps cédé face à la pression des Sleeping Giants, pardon. Effectivement, on s'y perd avec les deux noms. Et finalement, après une petite reprise en main, c'est-à-dire que Watching Giants a interpellé sur Twitter le groupe Boulanger. Finalement, Boulanger a publié un tweet signé de Daniel Broche, qui est responsable de la relation avec les clients. Donc, c'est plus le community manager de la marque, mais la hiérarchie qui a repris la main. De base, oui. Et qui a donc tweeté « Boulanger, comme toutes les marques, fait la promotion de ses produits dans les médias sans aucune considération partisane. Notre seule préoccupation et notre vocation consiste à satisfaire notre client en toute neutralité ». Ce qui est une déclaration logique, que c'est exactement ce que vous veniez de dire. Et c'est une première victoire de Watching Giants. Et c'est pas la dernière, on l'espère. En tout cas, il y a du boulot, puisque récemment, c'est l'entreprise Back Market qui fait du reconditionnement de produits technologiques remis à neuf. Ouais, c'est pas toujours satisfaisant. Qui n'est pas toujours satisfaisant par ailleurs. Qui ouvertement est entré en guerre contre Valeurs Actuelles et qui donc, de manière assez bravache même, ce qui est très étonnant économiquement parlant, commercialement parlant, semble vouloir, c'est ce que je dis, cracher à la figure des électeurs de droite. Et des acheteurs potentiels de droite. Qui doivent évidemment éviter cette entreprise, quoi, voilà. Alors, est-ce qu'ils suivront la voie de Boulanger? Est-ce qu'ils se Je crois en tout cas que la voie de Boulanger est intéressante. Je pense qu'il y en a d'autres qui la suivront. Il faut encourager ce type d'initiative et de mobilisation. Et moi, je dis à tous nos web spectateurs, soutenez et abonnez-vous au compte de Watching Giants. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Et Jean-Yves, rendez-vous la semaine prochaine. Malgré la grève. Malgré la grève.